du numérique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit pour les experts d'engager des pensées critiques et d'inscrire leurs contributions dans une perspective globale. Selon la présidente du comité scientifique et coordonnatrice du programme, le numérique et l'intelligence artificielle portent en eux des potentiels inédits. Le thème de cette année reflète bien la capacité de notre programme thématique de recherche à croiser les enjeux scientifiques, technologiques, culturels et sociaux. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont pas des phénomènes neutres. Ils portent en eux des logiques de pouvoir, des risques d'uniformisation, mais aussi des potentiels inédits de création, de participation citoyenne, d'émancipation et de renouvellement épistémologique. Que deviennent nos langues nationales dans les environnements numériques? Comment nos cultures dialoguent-elles avec les algorithmes? Quelles formes d'innovation sociale, artistique ou éducative surgissent dans les marges? Quels sont les risques de dépendance ou de reproduction des inégalités avec l'intelligence artificielle et le numérique? En souhaitant la bienvenue aux participants au nom du président de la transition, le premier ministre-chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'un tel rendez-vous pour notre pays. Je saisis l'occasion pour vous transmettre ces vifs remerciements pour l'honneur que vous lui faites de parrainer ce rendez-vous scientifique qui est un signe fort de notre engagement collectif à penser l'Afrique dans sa complexité, dans sa diversité et dans sa souveraineté intellectuelle, technologique et culturelle. Je tiens à vous rassurer que le président de la transition, chef de l'État, attache une importance capitale à la souveraineté numérique de notre continent, à la valorisation de notre savoir, de nos identités culturelles et à l'édification d'un système éducatif qui prépare les générations futures à penser, à créer et à innover. En témoigne la mise en place du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, présidé par lui-même. En témoigne également la création du Centre d'intelligence artificielle et de robotique, entre autres. En abordant le thème du congrès, le chef du gouvernement dira qu'il ne s'agit plus de constater les mutations, mais d'en comprendre les ressorts et d'en maîtriser les dynamiques. Le Mali, en accueillant cette rencontre, réaffirme son attachement indéfectible au savoir, à la recherche et à l'innovation, mais surtout à l'idée d'une Afrique solidaire, créative et debout dans le concert des nations. Dans un monde de plus en plus gouverné par la donnée, l'algorithme et la vitesse, il est impératif que l'Afrique ne soit plus spectatrice, mais plutôt une actrice pleinement investie de sa propre transformation. Le numérique n'est pas un luxe et l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil. Ce sont des puissants leviers de développement, mais aussi des facteurs de fracture qui doivent être domestiqués et intégrés selon nos réalités. La question de l'Afrique et de la fracture numérique est cruciale aujourd'hui, car elle touche à des enjeux de développement, d'inclusion, d'éducation et même de souveraineté technologique. Il y a à cet effet quelques enjeux majeurs pour l'avenir, à savoir l'éducation numérique. Il s'agit de former la jeunesse aux compétences de demain. L'accessibilité, c'est-à-dire réduire les coûts de la data et des appareils. La souveraineté numérique en hébergeant les données localement et en créant des plateformes africaines. Et enfin, l'inclusion en intégrant les femmes, les personnes âgées et les populations rurales dans le numérique. Co-organisé par l'Institut de pédagogie universitaire et le programme thématique de recherche langue, société, culture et civilisation, les assises dureront 5 jours. Et à la veille de cette rencontre, l'université Bazo de Bamako a ouvert ses portes à la délégation pour une visite au sein de l'établissement. On en sait plus avec Dossé Babadjara et Taïeb Adjaouyakoya. Ils sont au total une vingtaine d'enseignants-chercheurs et professeurs d'université venus de la sous-région et de l'Institut pédagogique universitaire de Bamako à prendre part à cette visite au sein de l'université Bazo de Bamako. Une visite en marge du 2e congrès international du programme thématique de recherche du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. L'université Bazo a sollicité une visite du pays et nous avions profité pour dire à nos collègues qui sont du CAMES, s'ils peuvent nous accompagner à cette visite-là, c'est qu'ils ont accepté volontiers. Il faut comprendre que ça, c'est un défi de plus que l'université de Bazo a lancé pour prouver un peu son engagement dans la recherche scientifique au Mali. Et l'université a une fois encore de plus prouvé qu'elle est présente dans toutes les réflexions, qui naturellement peut aider le Mali à aller vers de l'avant,
permettre également au pays de s'inscrire dans une dynamique qui va au-delà de la dynamique pédagogique, qui est celle de la dynamique scientifique. Les CAMES est une organisation continentale qui œuvre pour que l'enseignement supérieur puisse connaître un essor avec la recherche au cœur, d'où le choix des thèmes pour ce deuxième colloque Société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes 86 conférenciers qui viennent de 14 pays d'Afrique et d'Europe. Quand je dis d'Afrique, je parle d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et nous sommes très heureux d'être là, nous retrouver entre universitaires et puis réfléchir justement aux défis et aux enjeux de l'intelligence artificielle et du numérique pour les sociétés africaines. L'Université Bazo de Bamako est membre des CAMES depuis plus de 5 ans. Ces enseignants souhaitent des rencontres similaires car selon eux, c'est la dimension scientifique qui fait avancer une université. Et ce message de condoléances, c'est avec une profonde tristesse et amertume que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a appris le rappel à Dieu de sa sainteté, le pape François, guide spirituel de l'Église catholique, artisan infatigable de la paix, du dialogue interreligieux et de la fraternité humaine. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes adresse au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, du gouvernement et du peuple malien ses condoléances les plus attristées à la communauté chrétienne nationale et internationale, au Vatican, ainsi qu'à tous ceux qui ont été touchés par la sagesse, l'humilité et l'engagement du Saint-Père pour un monde plus juste et plus solidaire. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille en sa miséricorde infinie et accorde force et consolation à tous les fidèles affligés. Et c'est autre message de la conférence épiscopale du Mali. La conférence épiscopale du Mali partage l'émotion qui traverse aujourd'hui l'Église universelle. Le départ de notre Saint-Père nous attriste profondément. Nous l'avions rencontré le 15 novembre dernier à Rome. Son attention portée à la réalité de notre pays, le Mali, ses paroles apaisantes et son amour pour l'Église et pour l'humanité resteront gravés dans nos cœurs. En ces heures de preuve, nous voudrions remercier sincèrement le peuple malien pour sa promptitude à réagir par la prière, le soutien et les nombreux messages de compassion adressés à la communauté catholique. Nous invitons tous les fidèles catholiques du Mali à prier avec ferveur pour le repos de l'âme du pape François. Des messes seront célébrées dans nos paroisses à cette intention et nous encourageons chacun à s'y unir. Que notre prière monte vers Dieu comme un hommage de reconnaissance pour le don que fut ce pasteur humble et courageux. Que le Seigneur riche en miséricorde accueille son serviteur dans la paix de son royaume. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a présidé cet après-midi les travaux de la première réunion préparatoire des États généraux de la femme. Il s'agit pour la Commission nationale dirigée par Maïga Sinadamba de réfléchir sur la question afin de formuler des recommandations pour l'amélioration de la situation de la femme. Reportage Youssouf Diakiti. Cette première réunion préparatoire des États généraux de la femme, de l'enfant et de la famille est une prise de contact entre les acteurs nationaux désignés pour réfléchir sur la question, la société civile, les départements sectoriels, le Conseil national de transition, entre autres. L'initiative est du ministère du tutelle et c'est Mme Maïga Sinadamba qui dirige la Commission nationale d'organisation mise en place pour la coordination. Ça fait des décennies que nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants et des familles maliennes, mais il y a très peu de progrès par rapport aux efforts consentis. Donc il s'agit aujourd'hui d'aller interroger très profondément les familles maliennes sur ce qui ne va pas en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne les enfants. Et au finish, on devra pouvoir sortir avec un plan d'action qui soit vraiment acceptable par les autorités et qui sera mis en œuvre. Donc le processus il sera conduit au niveau local, au niveau régional et au niveau national. L'Office de radio et télévision du Mali était à l'honneur pendant cette première réunion dont le directeur général est honoré ici par une attestation de reconnaissance au regard du quota accordé aux femmes niveau poste de responsabilité. L'attestation est dédiée à l'ensemble des femmes de l'ORTM. Vous savez, nous sommes dans une entreprise où travailler n'est pas facile déjà pour les hommes.
si on voit des femmes aller au niveau des hommes, souvent même les dépasser, je pense qu'elles méritent des postes de responsabilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons environ 33 femmes au poste de responsabilité sur 107 postes de responsabilité. Le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille estime qu'il faut nécessairement ces états généraux pour véritablement déceler le mal qui asphyxie la promotion de la femme malienne. L'organisation des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille vise globalement à améliorer la condition de ces populations et la consolidation du rôle de la femme dans le développement du Mali. De façon spécifique, ces états généraux doivent permettre de faire en un premier temps un diagnostic de la participation de la femme et la promotion de son autonomisation. Un état de lieu des conditions de l'enfant, un diagnostic de l'environnement familial, un état des lieux des violences basées sur le genre et discuter des questions transversales en lien avec la femme, l'enfant et la famille, afin de proposer des pistes de solutions. Il s'agit à la fin de ces états généraux de répondre désormais avec promptitude aux préoccupations de la femme malienne. Félicitations à l'ERTM. À 48 heures de l'ouverture de la phase nationale des États généraux du sport, le ministre actuel en charge des sports a rencontré ses anciens collègues. La démarche se veut inclusive afin de trouver des solutions aux différentes crises que traverse le sport malien. Ces assises devront aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour un développement harmonieux de la discipline. Les anciens ministres en charge du sport ont apprécié l'initiative. Le point avec Abdul Karim Kaba. Partager l'initiative des États généraux du sport avec les anciens ministres en charge du sport afin de recueillir leurs contributions, tel est le sens de cette rencontre. Entre Abdelkassim Ibrahim Fomba et ses prédécesseurs, il a été question de poser les jalons de la réussite des assises afin de mieux développer le sport malien. Il y a eu beaucoup de forats autour du sport. Nous avons souhaité que ce ne soit pas un forum comme les autres. Nous avons souhaité qu'il y ait de la suite et j'espère, et nous l'avons tous dit, nous pensons que le ministre Fomba n'est pas un homme à laisser un dossier en chemin. Et nous croyons qu'avec le comité de suivi, on verra les répercussions des États généraux. Cet événement majeur marquera un tournant décisif dans l'avenir du sport dans notre pays, avec l'ensemble des parties prenantes. Lorsqu'on parle des États généraux, il ne s'agit pas des États généraux d'une époque. Il s'agit des États généraux de plusieurs époques. Et eux, ils sont ici. Ils ont eu à poser des actes. Donc, il est extrêmement important à ce qu'ils soient présents, qu'ils participent activement à ces États généraux, qu'ils apportent leur expertise, leur connaissance pour être très, très utile aujourd'hui pour le sport malien. Il s'agit aujourd'hui de faire un tremplin. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a énormément de défis aujourd'hui. Donc, c'est de pouvoir se donner la main pour aller au-delà de ce qui est en train d'être fait et pour le bénéfice du sport malien. L'initiative du ministre Fomba consiste à impliquer les fédérations sportives nationales, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, des experts, des partenaires et des citoyens. Ensemble, ils vont dégager des pistes de solutions. Je l'annonçais également au sommaire. Suite au transfert de notre compatriote Yaya Cissé, détenu en Mauritanie depuis plus d'une décennie, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a reçu une délégation comprenant les parents et soutiens de ce dernier. Les interlocuteurs du ministre ont vivement remercié le président de la transition ainsi que le président de la République islamique de Mauritanie et tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette démarche. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur a pour sa part rassuré ses visiteurs du suivi du dossier dans le respect des mesures en vigueur. Le compte-rendu de cette rencontre avec Alucini Touri. Yaya Cissé n'est plus détenu en Mauritanie. Il purge désormais sa peine dans son pays, le Mali. Cette prouesse est le fruit de l'engagement de nos autorités d'assister les Maliens où qu'ils se trouvent. L'occasion était bonne pour les membres de la famille de Yaya Cissé et du collectif qui se battait pour son transfèrement au Mali d'exprimer toute leur reconnaissance aux autorités maliennes et mauritaniennes. Nous avons aussi tenu à être ici physiquement pour remercier son Excellence pour ses efforts déployés.
Au-delà de ces remerciements, remercier également les autorités mauritaniennes. Nous avons profité de cette audience pour prendre des conseils. Nous leur avons également demandé quand est-ce que nous pourrions rendre visite à notre compatriote Yaya Cissé. Le ministre nous a rassurés à cet effet. Et un travail au préalable doit être fait avec le ministère en charge de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Et donc la famille pourra rendre visite à Yaya Cissé. Le gouvernement rassure de sa volonté d'assister tous les Maliens en détresse et quelle qu'en soit la raison. Les soutiens de Yaya peuvent être rassurés du suivi de la situation dans le respect de la réglementation. Nous avons reçu ce matin en audience la famille, les représentants de la famille de Yaya Cissé, mais aussi les responsables et membres du collectif de soutien à Yaya Cissé. Ils sont venus surtout porteurs des messages de remerciement à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, singulièrement à l'endroit du président de la transition et à l'endroit de l'ensemble du gouvernement pour cette issue. Ils sont venus aussi réaffirmer leur disponibilité à continuer à œuvrer seulement dans le respect de ce que l'État lui-même fait dans ce dossier. J'ai particulièrement apprécié la sagesse dont ils ont fait preuve tout au long de ces années de soutien à Yaya Cissé, soutien qui s'est toujours exprimé de manière respectueuse des lois, de manière respectueuse des démarches et des actions que l'État menait de manière parfois très discrète. Pour rappel, Yaya Cissé avait été jugé et condamné dans une affaire criminelle. Détenu depuis 2012 en Mauritanie, il purge désormais sa peine au Mali grâce à l'implication de nos autorités. Les nouvelles à l'intérieur du pays. Les officiers stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité et leurs encadreurs ont clôturé leur visite dans la capitale du Méguétan par une incursion touristique à Nianakoulou. Ces futurs officiers ont pris du plaisir à travers ces voyages d'études et comme la tradition l'exige, les officiers stagiaires ont fait un tour chez le chef de village de Koulikoro pour lui témoigner leur reconnaissance. Reportage Adama Traori. La série de voyages pédagogiques entamés depuis le mercredi dans la capitale du Néguétan par les officiers stagiaires de la 2e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali et leurs encadreurs s'est achevée dans une ambiance festive. Les visiteurs du jour ont sillonné la ville du gouvernorat à l'usine des Grands Moulins du Mali en passant par le centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro. L'hôtel de ville a servi de cadre pour un entretien avec les autorités municipales. Ce périple s'est poursuivi sur le chef de village en la personne de Djibril Diarra, le patriarche des Diarra. Le doyen Diarra leur a prodigué des sages conseils et partagé son expérience de la vie avec eux. Pendant 3 jours, nous sommes venus voir comment les choses se déroulent au niveau de l'échelon local pour pouvoir confronter les connaissances théoriques avec les réalités pratiques du terrain. Les futurs officiers ont terminé ce voyage d'études par une visite touristique à Nianakoulou, un lieu mythique. Selon la légende, la bataille entre le roi Soumangourou Kanté et Soundiata Keïta a lieu sur cette montagne. Les officiers stagiaires se sont réjouis de cette visite. Nous avons fait de belles découvertes. J'ai apprécié le séjour d'études en fait à Koulikoro. Ce voyage est une opportunité pour nous échanger nos expériences et surtout de renforcer la coopération de l'Alliance des États de Sahel. Rappelons que ces futurs officiers sont au nombre de 34 plus 8 encadreurs et un personnel de soutien. La cérémonie de sortie de la promotion est prévue pour le mois de juillet prochain.
Lancement à Nioro du Sahel du projet Accès à une éducation de qualité pour une durée d'1 an. Le projet est mis en œuvre grâce au partenariat UNICEF Gouvernement de la République du Mali et financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement NORAD. Compte rendu Moussa Diakité. Fruit du partenariat UNICEF Gouvernement de la République du Mali, le projet Accès à une éducation de qualité vise à améliorer la gestion des écoles, à former les enseignants, à renforcer les capacités des comités de gestion scolaire et à garantir un accès accru au matériel pédagogique pour tous les élèves. Ce projet procédera à l'évaluation dans les écoles, à la réhabilitation des salles de classe, la formation des enseignants, des CGS, des élus, agents et AE, des CAP et AME, la dotation des enseignants et des élèves en kit pédagogique et individuel. Ils étaient alors plusieurs dizaines d'autorités politiques, administratives et scolaires de tous les cercles de la région à venir témoigner par leur présence à ce lancement. Le projet Accès à une éducation de qualité dans les régions de Kaï et de Nioro vise à éliminer les obstacles majeurs à l'éducation qui constituent un frein pour le développement des enfants. Il s'agit de leur permettre ainsi de terminer le cycle de l'enseignement fondamental. Notre objectif est de créer un environnement scolaire inclusif qui prenne en compte les enjeux de genre. C'est un réel plaisir pour moi de présider la cérémonie de lancement du projet Accès à une éducation de qualité dans la région de Nioro. Un défi que nous devons relever au quotidien pour notre système éducatif. C'est le lieu pour moi de saluer et de remercier l'UNICEF qui accompagne l'État dans plusieurs domaines dont l'éducation avec une constante disponibilité. Le projet Accès à une éducation de qualité financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement NORAD couvre 14 écoles du fondamental 1 dans 10 communes de la région pour une période d'1 an. Fin à 100 de l'atelier de mise en relation entre producteurs de riz et opérateurs économiques. Cette rencontre de 2 jours a été initiée par l'Office du moyen Bani. Elle s'est tenue sous les thèmes renforcement de partenariat pour une filière rizicole durable. L'atelier a été rendu possible grâce au financement de la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev 200, la correspondance d'Idrissa Koni. Deuxième du genre après celui de Ségou en 2024, cet atelier de mise en relation des producteurs et opérateurs économiques à travers la contractualisation agricole s'ouvre sous des perspectives promoteuses. Une initiative de l'Office du moyen Bani OMB sous le thème renforcement des partenariats pour une filière rizicole durable. L'assise vise les objectifs suivants. Sensibiliser sur les enjeux et les avantages de la contractualisation, faciliter les échanges et négociations en vue de signature de contrats de production, mettre en place un cadre structuré de contractualisation et de suivi, impliquer les institutions financières et les compagnies d'assurance pour accompagner durablement la filière riz. C'est par le biais de l'agriculture que nous pourrons sans conteste gagner le combat contre la faim et l'extrême pauvreté. L'agriculture, faut-il le souligner, constitue un secteur stratégique et primordial de notre économie. Elle contribue à hauteur de 40% environ à la formation du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de la population active au Mali. En tant que moteur de la croissance économique, il constitue une priorité absolue pour le gouvernement du Mali, qui lui consacre annuellement plus de 10% de son budget conformément à la déclaration de Malabo. Durant 2 jours, plusieurs panels sont animés sur les thématiques en lien avec le cadre légal et les enjeux de la contractualisation agricole, les mécanismes de financement agricole et les stratégies de sécurisation des investissements. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec l'OMB et tous les partenaires pour apporter également notre pierre à l'édifice, à savoir l'assurance agricole, l'assurance des équipements agricoles, l'assurance santé. Les travaux de groupe et les échanges en plénière ont permis d'identifier les attentes des parties prenantes et les contraintes majeures liées à la promotion de la contractualisation interacteur dans la filière rizicole. Et subséquemment, des recommandations réalistes ont été formulées pour éventuellement mitiger les contraintes identifiées. Cet atelier a été rendu possible grâce au financement de la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev.
Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant qui sera investi dans les projets de développement à Zambala, dans la commune rurale de Koumantou, région de Bougouni. C'est une initiative de l'association des ressortissants et sympathisants du dit village. Les ressortissants ont profité de leur rencontre annuelle pour présenter les réalisations entreprises au cours de ces dernières années, parmi lesquelles l'électrification du village en lampadaire solaire. Reportage Yurubala Diabaté et Suleiman Bamba. Entre retrouvailles et développement local, la commune rurale de Koumantou dans le sec de Bougouni a vibré au rythme de la 6e édition de la rencontre annuelle des ressortissants du village de Zambala. Tenue dans une ambiance conviviale empreinte de solidarité, cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens communautaires, mais aussi de présenter les importantes réalisations entreprises par les fils de la localité en faveur du développement du village. C'est une initiative qui est venue de l'un de nos doyens, M. Sibiri Doumbia, qui est professeur d'université à la retraite aujourd'hui, et qui a estimé qu'il est bon que l'on se rencontre une fois par an au village pour essayer de voir, échanger avec les parents, essayer de donner des conseils aux jeunes par rapport aux enjeux de l'ère et aussi vraiment essayer d'entreprendre des actions de développement. Et nous avons offert au village, n'est-ce pas, un forage. On a construit de façon entière une mosquée et on a clôturé les jardins des femmes, 1 hectare. On a aussi creusé des puits dans ces jardins-là. Les ressortissants des Zambala ont vraiment laissé des grandes œuvres et qui sont aujourd'hui suivies avec beaucoup d'effets. Et c'est vraiment le lieu pour moi de saluer la jeunesse des Zambala, vraiment pour leur vision éclairée et conformément à la vision des hautes autorités. Venus de Bamako, de diverses localités du pays et même de la diaspora, les ressortissants de cette contrée sont réunis autour d'un objectif commun: faire de leur village un cadre de vie harmonieux et moderne. L'ensemble des réalisations des ressortissants, fruit d'un investissement de plus de 20 millions de francs CFA, a suscité l'appréciation du préfet du tout nouveau cercle qui salue cette démarche citoyenne exemplaire. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé à l'accomplissement de ces travaux exceptionnels qui contribuera à améliorer les conditions de vie de nos populations. La cérémonie a été magnifiée par des manifestations folkloriques suivies d'une visite guidée des différentes réalisations. Rendez-vous est pris pour la 7e édition qui verra d'autres réalisations au bonheur des populations selon le porte-parole de l'association. Célébration à Ségou du Mauloud spécial 2024 de l'association En Sardine. Cette rencontre placée dans le cadre de la paix et la cohésion sociale a enregistré la présence des délégations venues de 9 pays. Les temps forts de la cérémonie avec Amidou Diallo et Bassi Traoré. Le stade Souri Konandi de Ségou fait son plein pour le Mauloud 2024 de l'association Ansardine. Ce Mauloud spécial sous la direction du guide spirituel Chérif Ousmane Madane Haïdara vise à mieux faire comprendre l'islam et à instaurer la paix, l'entente et la cohésion sociale entre les religieux. L'islam, c'est la recherche du bon caractère. En islam, la droiture et la justice sont recommandées pour le bien-être de la société. L'islam demande aussi la paix et la cohésion sociale. Cette rencontre qui a mobilisé les chrétiens et les délégations de plusieurs pays, dont le Burkina Faso, l'Italie et le Gabon, est aussi l'occasion de véhiculer des messages de solidarité et d'union pour la paix. C'est une réussite pour moi. Et dans l'ensemble, il a parlé des maux de la société. Et en même temps, le bon vivre ensemble. J'ai fait le déplacement du Gabon pour ici. J'ai une immense joie dans mon cœur parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance d'être avec notre guide Chérif Ousmane Madane Haïdara, surtout dans une ville comme Ségou. Au nom du chef de l'État, demander à notre grand hôte du jour de faire des bénédictions pour le pays et saluer toute sa délégation. Je demande à la population de travailler en parfaite collaboration avec les forces armées, de collaborer notamment en termes de renseignement et de nous mettre au courant chaque fois que
ils ont une information à leur niveau. Des prières et des bénédictions pour le Mali ont aussi marqué la célébration du Maouloud 2024 dans Sardine à Ségou. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali était à Bougouni pour sa rencontre semestrielle. Cette rencontre est couplée au 39e anniversaire du dit conseil. Elle a permis de faire le bilan financier de chaque conseil régional, des activités réalisées et surtout de faire des propositions de solutions aux problèmes qui surgissent au sein de cet organe. De Bougouni, le compte-rendu de Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali se réunit tous les 6 mois pour faire le bilan des activités réalisées dans chaque région. Et c'est Bougouni qui abrite la présente rencontre qui a permis aussi de recenser les difficultés du moment et proposer des solutions. Ce qui ressort, qui est commun à tout le monde, ça c'est le retard dans le paiement des cotisations des médecins. Chose réellement que nous devrons nous atteler pour que nos confrères quand même puissent se mettre à jour à temps. Il faut d'abord qu'on respecte les textes. Nous qui sommes un organe de régulation, de promotion de l'éthique, il faut d'abord que nous-mêmes qu'on donne de bons exemples. Le nouveau code pénal qui a été adopté en décembre, alors stipule que lorsque vous n'êtes pas inscrit au niveau de l'ordre, ou bien tout simplement lorsque vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, alors vous êtes en train de faire un exercice criminel. La session ordinaire de Bougouni est couplée aux festivités du 39e anniversaire de l'Ordre des médecins du Mali. Elle a enregistré la participation de tous les conseillers venus des 19 régions du Mali et les districts de Bamako. 12 avril 1986, 12 avril aujourd'hui 2025, l'Ordre des médecins a 39 ans. Évaluer la mise en œuvre du plan d'action budgétaire 2024, évaluation de la digitalisation pour son amélioration, renforcer les compétences des SECROM sur leur mission de l'ordre des médecins. Compte tenu de ce que nous avons entendu, les objectifs ont été atteints. La prochaine rencontre ordinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali se tiendra à Kita. Retour à Bamako, le monde célèbre chaque 17 avril la journée de l'hémophilie. À cette occasion, l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et autres coagulopathies a animé une conférence débat sur la pathologie. Cela en vue d'inciter les gens à se faire diagnostiquer une part et d'autre part à inviter les autorités à s'impliquer davantage dans la prise en charge et la mise à la disposition de moyens de lutte contre la maladie. Reportage à Boukari Koulibaly et Sidiki Koulibaly. Peu diagnostiquée, méconnue, voire négligée, l'hémophilie est une maladie qui continue de faire des victimes. Selon l'OMS, elle représente la première cause de mortalité maternelle et touche environ 400 000 personnes dans le monde. L'association malienne de lutte contre l'hémophilie à Malek intensifie la sensibilisation autour de la dite maladie. Le premier défi, c'est l'absence de structures adaptées pour la prise en charge de l'hémophilie. Dans nos hôpitaux et centres de santé, les équipements de diagnostic sont rares, les moyens de prévention insuffisants et les services d'urgence souvent inaccessibles. Le deuxième défi, tout aussi crucial, est le manque criant de personnel bien formé. Alors que la santé est un droit fondamental, les malades hémophiles ne figurent toujours pas parmi les priorités nationales. Aujourd'hui, on a plus de 90% des patients qui ne sont pas encore diagnostiqués, ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir encore. Et sur le plan accès au traitement, avec l'aide de nos partenaires, nous avons aujourd'hui des concentrés de facteurs gratuitement et les traitements modernes pour pouvoir prendre en charge les malades. Et tout cela, c'est gratuit, mais les investigations pour diagnostiquer, pour faire un diagnostic précis, sont à la charge des patients malheureusement. Et souvent, on se rend compte que tous les patients n'ont pas la capacité financière de pouvoir répondre à ce bilan. Et là, ça nous freine un peu malgré nos ambitions. Et la directrice générale de l'hôpital du Mali d'encourager la Malek dans son combat et son engagement en faveur des hémophiles. C'est une association dont quand même le but est d'aider les malades. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est des actions et des actes pratiques. Et il nous accompagne depuis plusieurs années pour améliorer la prise en charge de ces patients. En marge de la conférence, les partenaires de la Malek ont offert des équipements médicaux composés de tapis roulants, de vibromasseurs, de lampes infrarouges, entre autres, aux hôpitaux de Sikasso et Sévari.
Les relations de coopération au Mali seront désormais guidées par 3 principes. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le respect de ces 3 principes est valable pour les gouvernants et les citoyens. Les principes doivent être respectés aussi par les États partenaires et institutions internationales. Cette action publique est une disposition de la Constitution de la République du Mali. Voyons les 3 principes qui guident l'action publique dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchadje Kamara. Selon les termes de la Constitution malienne, en son article 34, l'action publique est guidée par 3 principes. La Constitution du 22 juillet 2023, en son article 34, précise clairement les 3 principes qui doivent être respectés et par les gouvernants et par les citoyens du Mali. Le respect de la souveraineté de l'État du Mali, les choix souverains du peuple malien et la défense de ses intérêts. Alors, ces principes-là ne sont pas seulement à respecter par le gouvernant ou par le peuple malien, mais ces principes-là doivent être respectés par toutes les institutions internationales ou tous les États qui souhaiteraient avoir des relations diplomatiques avec l'État du Mali. Ces principes-là sont encore les actes fondateurs de la confédération qui unit les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui s'inscrivent aussi dans le respect de ces 3 principes qui ont été dégagés par les autorités de la transition de l'État du Mali. Puisque constitutionnalisé, le respect de ces principes demeure à la fois un devoir et une obligation. Source même de légitimité de l'État, la Constitution garantit les droits des citoyens et organise son cadre de vie en rupture avec la dépendance. La Constitution est la loi fondamentale, c'est elle qui occupe le sommet de l'hiérarchie des normes. Donc, cela veut dire tout simplement que le Mali ne peut pas signer un accord international, que ce soit un accord bilatéral ou un accord multilatéral. Ces accords-là doivent tout simplement respecter l'article 34 de la Constitution du Mali. Loin d'un discours, le respect de ces principes traduit une volonté forte, réaffirme l'indépendance du Mali, consolide la démocratie et préserve les intérêts nationaux face aux influences extérieures. À Niamey, des citoyens se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'avenir du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette conférence organisée par le mouvement M62 Urgence panafricaine a permis d'échanger autour de sujets importants comme l'unité africaine, la souveraineté et la jeunesse. Reportage Issa Ousmane Mahamat. Après les étapes marquantes de la place AB, de l'université Abdou Moumouni et de Dosso, le mouvement de sensibilisation engagé se poursuit. Le 18 avril dernier, la salle de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a servi une conférence débat organisée par le mouvement M62 et Urgence panafricaine. Objectif, éveiller les consciences, nourrir la réflexion et surtout mobiliser autour de l'avenir du Niger et des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Un rendez-vous fort rythmé par 3 grandes thématiques au cœur des enjeux politiques, économiques et sociaux du moment. Parmi les voix qui ont marqué cette soirée, Nathalie Yam, consultante indépendante et icône panafricaniste, avec la force de son verbe et la clarté de son engagement, elle a dénoncé les stratégies de division imposées par l'Occident en rappelant que sur le cas concret du Niger, comment on opérationnalise cette prise de conscience, comment on essaye de pérenniser les gains qui sont acquis, comment est-ce qu'on reformate un modèle qui nous est propre et qui n'est pas imposé ou hérité sur des standards qui ne correspondent ni à nos cultures, ni à notre histoire, ni à nos normes. Autre moment fort, l'intervention de Abdoulaye Seydou, coordonnateur national du mouvement M62 et acteur actif des assises nationales pour la refondation. Son appel à la conscience collective vise à poser les bases d'un État souverain juste et profondément enraciné dans la volonté de son peuple. Nous sommes dans un combat d'affirmation de notre souveraineté mené au sein de l'espace AES par nos 3 chefs d'État
et avec leur peuple à leur côté. Donc c'est extrêmement important pour nous de continuer à sensibiliser nos citoyens pour qu'ils prennent conscience que le combat pour la souveraineté, c'est un combat de longue haleine et c'est un combat qui va continuer à faire des obstacles notamment ces stratégies multiformes qu'a toujours utilisé l'impérialisme pour diviser les populations, pour les désigner à travers la désinformation, à travers la corruption, à travers beaucoup de facteurs. Dans une ambiance vibrante d'engagement, cette conférence a une fois encore démontré que la flamme panafricaniste ne faiblit pas. Elle inspire, mobilise et surtout porte l'espoir d'une Afrique debout, libre, unie et maîtresse de son destin. Un atelier de validation du projet de création d'une radio regroupant des experts du Mali, du Niger et du Burkina s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Il est attendu de cet atelier une feuille de route claire et précise pour le lancement de la nouvelle radio répondant aux aspirations des peuples de l'AES. Le point avec Roger Kam et Wendiam Achille Kabouri. La Confédération des États du Sahel veut se doter de ses propres canaux de communication. Une radio est en vue et ses acteurs sont réunis pour examiner et valider le projet de création de cette nouvelle radio. La création de la radio de l'AES répond à un besoin urgent de renforcer les outils d'information et de communication déjà existants dans nos 3 pays. L'objectif étant de fournir une alternative aux narrations étrangères en permettant aux populations, d'une part, d'avoir accès à des informations de qualité et, d'autre part, d'analyser les enjeux auxquels elles font face afin de se mobiliser en définitive pour être des acteurs de développement de leur espace commun. La radio de l'AES se veut être un outil de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation, bref, un outil précieux de communication dans cet espace caractérisé par la diversité culturelle et linguistique. Elle sera le reflet de cette richesse en valorisant chaque culture et en donnant à toutes les voix l'opportunité de s'exprimer. Toute chose qui contribuera non seulement à renforcer notre identité collective, mais aussi à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Il ajoute que cette étape est un autre pas important et un symbole fort de l'engagement des 3 pays membres de l'AES à mettre en place des outils communs de communication dans leur vision souverainiste et de recherche d'une indépendance véritable. C'est communiqué suite au décès de Lala Badi. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Dafé, a appris avec tristesse le rappel à Dieu de celle qu'on considère communément comme la maman spirituelle des Touaregs. Lala Badi est décédée ce lundi 21 avril 2025 au centre hospitalier universitaire Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, Algérie. Elle est née dans le cercle de Dagelhok, région de Kidal, et est considérée comme la fille d'un Sahara sans frontières. À 88 ans que son décès est annoncé, Lala Badi est comptée parmi les précurseurs du genre musical Tichoumarène, une sorte de blues touareg dont les thèmes évoquent avec force et tendresse les paysages mythiques du Sahara. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre au nord du pays que lorsque Lala Badi chante ou danse, les frontières disparaissent, le désert parle. Le patrimoine musical malien en général et celui des Touaregs en particulier perdent un symbole, une virtuose du tindi, cet instrument qu'elle joue à la perfection et qui n'est chanté d'habitude que dans des cercles de nobles lors de cérémonies initiatiques sacrées, comme on peut le remarquer avec sa tenue vestimentaire, le tissegnest, l'habit traditionnel de la femme Touareg. En cette douloureuse épreuve, le chef des départements de la culture exprime sa compassion à sa famille biologique, à la famille de la culture éprouvée et au public qu'il a connu et aimé. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.